Bonjour à tous et bienvenue. On parle de la situation des Balkans aujourd'hui dans cette édition des Carnets de Méditerranée. Bien entendu, à travers différents reportages et en compagnie de notre invité sur ce plateau. On se retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous. Vingt ans après la fin de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, les tensions interethniques continuent de secouer donc la région des Balkans, au point qu'au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, certains redoutent même le retour de conflits armés. L'année dernière, la crise des migrants a encore davantage fragilisé les équilibres dans les différentes républiques. Pour analyser cette situation, notre invité est aujourd'hui Loïc Trégourès, docteur en sciences politiques à l'Université de Lille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous collaborez également à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Alors, une première question. Pourquoi la transition démocratique est-elle si lente et si difficile dans cette région de Méditerranée ? D'abord, sur la notion de transition démocratique, il y a ce fantasme qu'il faut évacuer tout de suite, qui est qu'on pourrait partir de zéro et puis transformer un pays sans histoire vers une situation démocratique, libérale, telle que nous la connaissons nous. Chaque pays a sa propre histoire et chaque pays a ses propres difficultés à aller au-delà de son histoire. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que ces derniers temps, la crise économique et le relatif désintérêt de l'Union européenne vis-à-vis des pays des Balkans dans le processus d'intégration a fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'incitation à faire des progrès en matière démocratique. Donc on est à cette période compliquée où les tendances autoritaires progressent. Alors en mars dernier, les leaders européens ont conclu leur sommet en examinant la situation des Balkans et ils se sont surtout inquiétés de l'influence de la Russie et de la Turquie dans cette zone. Est-ce que c'est véritablement justifié ? C'est bien de s'inquiéter, mais il ne faut jamais oublier que, en particulier sur la Russie, il ne faut jamais oublier que si la Russie avance, c'est parce que les Européens eux-mêmes reculent. La Russie n'a rien d'autre à proposer que de faire de l'obstruction, étant entendu que sa stratégie, qui, elle, est parfaitement claire, est à la fois de bloquer l'élargissement de l'OTAN et de bloquer l'élargissement de l'Union européenne. Donc ça ne lui coûte pas très cher de faire de l'obstruction. C'est un petit peu de propagande et quelques opérations de subversion, mais si en face de ça, il n'y a pas de volonté politique d'arrimer les Balkans à l'Union européenne, fatalement, la région tend à glisser du mauvais côté. Donc s'inquiéter, oui, mais enfin, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. S'inquiéter, c'est pas suffisant, il faut agir. En ce qui concerne la Turquie ? La Turquie, c'est moins incompatible. La Turquie est dans l'idée de compter dans la région parce qu'elle en a été la puissance impériale du temps de l'Empire ottoman, donc en particulier avec la Bosnie, enfin les Bosniaques et le Kosovo. Il y a des visées économiques également ? Oui, il y a les investissements économiques, il y a l'idée d'être la puissance, d'être une puissance régionale, d'être une puissance avec laquelle on doit compter si on discute dans la région. Mais il n'y a pas d'incompatibilité, comme il peut y avoir une incompatibilité avec les visées stratégiques russes qui sont de bloquer l'intégration européenne et de bloquer l'élargissement à l'OTAN. Donc là, il y a deux choses qui sont différentes. L'Union européenne a élaboré une politique d'appui au rapprochement progressif des 7 pays qui composent les Balkans occidentaux. Le 1er juillet 2013, la Croatie a été le premier d'entre eux à adhérer à l'Union. Le processus va-t-il se poursuivre en dépit des tensions, justement ? Il doit se poursuivre nécessairement parce que la promesse a été faite dès 2003 et elle a été à maintes et maintes reprises renouvelée que ces pays avaient vocation un jour à intégrer l'Union européenne. Donc c'est une question de quand, c'est une question de volonté politique. Alors nous savons, parce que M. Juncker l'a répété, qu'il n'y aura pas de nouvel élargissement jusqu'en 2019. On peut imaginer que la Serbie, le Monténégro seront les prochains, alors à horizon 2020, 2022. Après, le problème, c'est que l'Union européenne elle-même a ses propres difficultés, notamment en particulier avec le Brexit, et avec la Grèce, etc. Et d'un autre côté, il y a une fatigue très forte chez les peuples des Balkans qui voient bien que
on va nous emmener jusqu'en 2030, en 2040, et tout ça n'a plus beaucoup de sens. Les générations sont perdues, les gens s'en vont. Les jeunes s'en vont parce qu'ils voient bien à quoi ça rime d'être membre de l'Union européenne dans 20 ans. Quand on peut aujourd'hui, puisqu'on n'a plus besoin de visa, quand on peut aujourd'hui aller en Allemagne, quand on a un diplôme, quand on est éduqué, on peut aller en Allemagne, travailler tout de suite. À quoi ça rime de rester chez soi quand on sera avec cette perspective de 2030, ça n'a pas de sens. Donc, si je entends bien ce que vous dites, c'est qu'il y a un scepticisme de plus en plus grandissant, notamment de la population jeune de ces différentes républiques, vis-à-vis de ce processus d'adhésion à l'Union européenne. Mais est-ce qu'il y a un rejet de l'Union européenne ou est-ce que ça reste un petit peu entre les deux ? Ça dépend des pays. Si vous faites des sondages aujourd'hui en Serbie, l'euroscepticisme est très fort, poussé beaucoup par la propagande des tabloïds serbes et poussé beaucoup par les médias russes qui sont présents beaucoup en Serbie. Voilà, cette fatigue, elle est le pendant de la fatigue européenne vis-à-vis de l'élargissement. Donc il y a une incompréhension, c'est pas une incompréhension, c'est faire semblant des deux côtés. Voilà. Après, si vous demandez aux Croates ce qu'ils pensent, d'abord le référendum d'intégration à la Croatie s'est joué à très peu de choses en 2013, et il a fallu que dans l'économie on restructure, il a fallu faire des sacrifices, il a fallu faire des réformes qui n'étaient pas populaires. C'est pas une route facile l'intégration européenne. Et donc, lorsque ça prend autant de temps, et surtout pour les jeunes les plus pro-européens, c'est ça qui est important à dire. Pour les jeunes les plus pro-européens, eux, ils se sentent trahis du fait que l'Union européenne adoube sur place des responsables politiques dont les dérives autoritaires sont évidentes depuis des années. L'Union européenne adoube ces gens-là. Alors, c'est une guerre oubliée, la dernière qui a déchiré l'ex-Yougoslavie. En 1999, Milosevic est encore au pouvoir à Belgrade. Les bombardements de l'OTAN font plier le régime serbe, accusé de réprimer la population albanaise de la province. L'indépendance du pays en 2008 n'a guère modifié les relations toujours très tendues entre Serbes et Albanais. Gros plan sur la ville de Mitrovica, coupée en deux. Sur la carte de l'ex-Yougoslavie, certains fleuves sont devenus des frontières, et des ponts apparaissent aujourd'hui comme des lieux symboliques de guerre ou de paix. Au Kosovo, le pont de Mitrovica continue à diviser. La mosquée sur sa rive nord a été incendiée pendant la guerre en 1999. Depuis cette date, ce lieu n'a cessé d'être le théâtre de tous les affrontements entre Albanais et Serbes, souvent meurtriers. L'indépendance du pays en 2008 n'arrange rien. La population serbe de la ville est retranchée au nord et ne reconnaît aucune institution centrale. La ville reste coupée en deux par ce pont, dont la reconstruction a été entièrement financée et pilotée par la communauté internationale. Ce pont n'a pas réussi à s'intégrer, ni dans la partie sud de la ville, ni dans sa partie nord. Du point de vue de son architecture aussi, ça ne marche pas. Pour moi, c'est un pont froid, un pont gelé, un pont monument. Pourtant, je n'ai pas envie qu'il reste comme un pont monument. J'aimerais qu'il retrouve sa vie. Le pont n'est pas inscrit sur la liste du patrimoine du Kosovo. Il reste sous une surveillance plus ou moins soutenue de la KFOR, Force internationale de maintien de la paix, qui n'a pas quitté le Kosovo depuis la guerre de 1999. Son inauguration est sans arrêt reportée. Il fait malgré tout partie du décor du quotidien. Les jeunes viennent y faire des selfies et c'est un chemin obligé pour les Albanais qui vivent encore dans la partie nord de la ville. Nous espérons qu'un jour ce pont devienne celui de l'unification, surtout pour moi et les Albanais qui vivons dans le nord. La ville est séparée et on ne vit pas dans de bonnes conditions de sécurité. Personne ne s'intéresse à nous. Nous espérons que la situation va s'améliorer et que dans le nord nous pourrons circuler librement, car c'est notre ville aussi. Deux villes se font face, les contacts entre les deux municipalités sont rares, leurs porte-paroles se croisent plus facilement loin des Balkans. Le pont est devenu un tel enjeu diplomatique et politique qu'il fait partie des difficiles négociations menées entre la Serbie et le Kosovo à Bruxelles.
La question du pont qui est dans l'agenda et les accords de Bruxelles, nous pensons que c'est une erreur, un artifice, parce que le pont fait partie du Kosovo. C'est une question qui appartient au Kosovo lui-même. C'est à nous de régler cette question ici. Et je ne vois pas pourquoi ça doit faire partie d'un dialogue entre le Kosovo et la Serbie. En décembre 2016, à l'entrée de la partie nord, la municipalité serbe construit ce mur. Les Albanais du Sud crient à la provocation. Les Serbes avancent qu'il s'agit là d'un simple mur de soutènement. L'affaire tourne au scandale diplomatique. Le Parlement kosovar ordonne sa démolition. Les autorités serbes locales se plieront finalement aux ordres de Pristina en février 2017. Mitrovica a été divisée injustement en 2 communes pour des raisons politiques. Malheureusement, pendant tout ce temps, la politique est allée trop loin. Et nous faisons face aujourd'hui à 2 réalités bien différentes. Simplement, à ce rythme-là, nous courons droit à la création de 2 villes au sein de la même ville. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne l'accepterons pas. Le Nord a sa télévision, Most, ce qui signifie pont en serbe. Une 50aine de personnes y travaillent. Beaucoup ont été expulsés de la télévision publique à Pristina pendant la guerre. La chaîne locale est financée en partie par le gouvernement serbe. Chaque jour, inlassablement, elle rend compte du dialogue impossible. Oui, évidemment, on travaille beaucoup sur le pont. Dernièrement, il y avait le sujet sur le mur. Ça nous a pris beaucoup de temps. C'est ouvert, ça se referme. Le pont revient tout le temps dans l'actualité et dans mon travail. Je ne suis pas fatiguée de traiter ce sujet. Le pont est le symbole de notre ville, de nos êtres. Le nord de la ville affiche ses opinions. Dans la banlieue de Mitrovica, une fresque murale représente Mladic comme un héros. Ratko Mladic est l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, accusé de génocide par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Plus loin, c'est Donald Trump qui soutient les Serbes, non loin du pont. Autant d'images symboliques pour démontrer que le Kosovo est une région serbe. Je n'ai pas de problème pour m'exprimer sur ce sujet. En ce qui me concerne, moi je vis en Serbie. Je ne suis pas né ici, mais j'y vis depuis longtemps. Pour moi, le Kosovo est partie intégrante de la Serbie. Personnellement, je ne reconnais pas la République du Kosovo, son indépendance, je ne la reconnaîtrai jamais dans ma pensée. C'est le point de vue des Serbes du nord du Kosovo, et je le dis directement. Pour nous, le Kosovo indépendant n'existe pas. Pour nous, c'est la province serbe du Sud. Ceci est notre point de vue et fait partie de notre politique rédactionnelle, et c'est comme ça. Plus encore qu'un mur, c'est un train qui a bien failli déstabiliser toute la région. En janvier 2017, la Serbie a voulu rétablir une ligne ferroviaire entre Belgrade et Mitrovica. Le train, aux couleurs du drapeau serbe, est arrêté en pleine nuit. Sur les wagons sont écrits ces mots « La Serbie, c'est le Kosovo ». Pristina a considéré qu'il s'agissait là d'une démonstration ultranationaliste. Le dialogue, une fois encore, a été interrompu et l'inauguration du pont reportée. Alors, Loïc Trégorès, peut-être une réaction à ce reportage. Dialogue impossible aujourd'hui, mais dialogue futur peut-être possible ? Aucune des 2 parties n'a intérêt formellement à refuser le dialogue qui est parrainé par Bruxelles. Néanmoins, il ne faut pas oublier, et l'affaire du train l'a montré, que faut jamais oublier que les nationalistes, dans tous les camps, sont des alliés objectifs. Il n'est pas vrai de les voir comme des ennemis. Ils se servent, chacun, de leurs discours respectifs pour mobiliser leur propre population. Donc l'affaire du train, il faut la voir comme étant une provocation serbe, gratuite, qui avait pour but qui s'inscrivait dans la course à l'élection présidentielle serbe. Ni plus ni moins. Donc faut toujours voir tous ces discours-là à cette aune-là. On a vu des affiches du président américain, du président Trump à l'extérieur. Quelle incidence justement dans cette région ? Quelle incidence des États-Unis vis-à-vis de cette région des Balkans ? Alors au moment où Trump a été élu, chez les Serbes et les Albanais, il y a eu beaucoup de fantasmes. Les Serbes ont pensé que parce que Trump était pro-russe, pro-Poutine, et que les Serbes sont eux-mêmes très très amoureux de Vladimir Poutine,
ça allait changer, tandis que les Albanais étaient très inquiets parce qu'ils étaient plutôt pour Clinton pour des raisons historiques évidentes. En réalité, ça ne change rien du tout parce que les Balkans ne sont pas sur les radars américains, tant mieux peut-être. Mais en tout cas, au département d'État, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de la région, qui est allé en Macédoine il n'y a pas très longtemps et qui a permis probablement à ce que la situation se débloque en Macédoine. Donc il ne faut pas s'attendre à des changements de position de l'administration Trump, ni sur les Balkans, ni sur, un tout petit peu plus loin en Hongrie, puisque les États-Unis critiquent très fortement ce que fait la Hongrie en ce moment sur l'université Soros. Donc il n'y a rien à attendre de ce côté-là, et peut-être tant mieux. Quelle est la situation politique de la Serbie aujourd'hui? Est-ce qu'on est retourné à une certaine stabilité ou est-ce que c'est encore chaotique? Bon, Aleksandar Vučić, qui était l'ancien Premier ministre, l'homme fort du pays depuis quelques années maintenant, a été élu triomphalement dans des conditions discutables président de la République il y a quelques semaines. Il vient de nommer Premier ministre Ana Brnabić, qui présente la quadruple particularité d'être femme, jeune, d'origine croate et homosexuelle. Dans un pays très conservateur. Dans un pays où ces quatre éléments ne sont pas spécialement mis en avant. Donc alors en soi, c'est un fait du prince, dans la mesure où dans la constitution serbe, c'est le Premier ministre qui a le pouvoir et pas le président. Néanmoins, on sait très bien que dans la pratique, dans l'exercice du pouvoir, c'est le président qui concentrera les pouvoirs. Donc, alors on débat beaucoup sur qu'est-ce que signifie cette nomination, est-ce que c'est un signal d'ouverture ou je crois pas du tout, mais en tout cas, ça peut, pour certains, être l'arbre qui cache la forêt, ou si ça en convainc certains, tant mieux, mais c'est une forme de... Tactiquement, c'est bien joué, mais ça reste jamais que l'arbre qui cache la forêt à la fois sur le droit des minorités, LGBT et autres, mais aussi sur les dérives autoritaires évidentes du pouvoir serbe depuis des années, qui sont masquées par le fait que Vučić se présente comme le garant de la stabilité régionale, ce qui est une escroquerie en soi. Second reportage de cette émission, des milliers de réfugiés ont emprunté la route des Balkans avant les mesures de limitation prises par les différents pays. Reportage en Bulgarie. Depuis 2013, le pays a fait face à un phénomène migratoire d'une ampleur qu'il n'avait jamais connue. Le reportage, et nous en parlons tout de suite après. Nous sommes à Lezovo, à la frontière de la Turquie. 23 clandestins cachés dans des camions viennent d'être arrêtés. C'est seulement ici que le ministère de l'Intérieur nous a autorisés à filmer. Le contexte est tendu. Récemment, au poste frontière de Kapitan Andrevo, plusieurs douaniers ont été arrêtés soupçonnés de coopérer avec des trafiquants et des passeurs. Un nouveau mur de fer le long de la frontière turque est en construction. La Bulgarie investit de son côté 15 millions d'euros dans la poursuite des travaux. Comme les systèmes de surveillance, il est financé en partie par l'Union européenne. Le flux de migrants ne faiblit pas. Tout commence en 2013. La Bulgarie doit accueillir alors plus de 11 000 étrangers, la plupart d'origine syrienne. À la hâte, elle aménage 6 camps de réfugiés. Armanli, un ancien bâtiment militaire, est le plus grand du pays. Ça fait 2 mois et 7 jours que je suis ici. Il a fallu du temps pour que je m'adapte. Et maintenant, je travaille avec les enfants du camp. On essaye de leur être utile. Nous-mêmes, nous essayons d'avoir la sensation que le temps a de la valeur. Khaled est syrien, originaire de la région d'Assaké, où les combats font rage entre l'armée syrienne et l'État islamique. Il a été arrêté à la frontière turque avec son frère. Il y a plusieurs raisons qui font que je ne veux pas rester en Bulgarie. La première, c'est que j'ai beaucoup de proches en Allemagne et je veux aller les rejoindre. Et puis ici, qu'est-ce que je pourrais bien faire? D'où et à partir de quoi recommencer une vie? En Bulgarie, que veux-tu que je fasse sans logement? Alors que là-bas, je pourrais avoir accès au strict nécessaire. Là-bas, je pourrais m'adapter à la société. Ici, je ne peux rien commencer. Jusqu'en mars 2014, le camp est un centre d'accueil fermé.
Les conditions sanitaires, dénoncées par les organisations internationales, y ont longtemps été déplorables. L'Agence bulgare pour les réfugiés dit aujourd'hui faire de son mieux. Le problème essentiel, c'est le manque de personnel qualifié sur l'obtention du droit d'asile. Même si l'agence organise des stages pour le nouveau personnel. La situation internationale change si vite, il faut faire souvent des formations. Des formations spécialisées destinées à ce nouveau personnel pour ne pas commettre des erreurs, ne pas priver quelqu'un de ses droits ou se tromper sur le statut de réfugié. Centre d'information de la Croix-Rouge à Sofia. Beaucoup de réfugiés connaissent bien Mohamed Kamal, un des rares interprètes en arabe qui travaille pour une ONG bulgare. Razwan l'a rencontré à son arrivée à Sofia après un long périple en Méditerranée. Menacé par le régime de Bachar el-Assad à Homs, il s'exile d'abord au Liban, puis en Égypte, où la situation politique ne lui laisse guère d'espoir. C'est par la Turquie qu'il rentre dans l'Union européenne avec sa femme et ses enfants. Il a obtenu ici le statut de réfugié. On a besoin d'aide pour apprendre la langue, de programmes d'intégration qui existent dans d'autres pays européens. J'ai essayé de faire plusieurs boulots et il y a eu de nombreux freins. Principalement la barrière de la langue. J'ai essayé d'apprendre, je parle un peu bulgare, mais ce n'est pas suffisant. La situation économique de la Bulgarie est telle que les Bulgares eux-mêmes ne trouvent pas de travail. Razwan voudrait rejoindre l'Allemagne ou la Suède, comme la plupart des 6000 Syriens qui ont reçu le droit d'asile depuis 2013 en Bulgarie. Il n'y a pas de programme d'intégration pour les migrants qui ont obtenu le statut de réfugié, ce qui signifie qu'il n'y a personne pour les aider au moins pendant 6 mois. Il n'y a pas d'allocation au logement, pas de cours de langue, rien n'est fait. Le gouvernement a seulement adopté en juin une stratégie pour l'intégration. Mais le plan n'a toujours pas été adopté ni budgétisé. C'est un enjeu énorme et c'est ce qui pousse les gens à quitter le pays. Beaucoup de migrants se retrouvent dans ce petit quartier du centre-ville, un carrefour de l'exil. Ce call center est tenu par un immigré kurde venu d'Iran. Un de ses meilleurs amis, Javed, est afghan. Voilà 16 ans qu'il vit sans papier en Bulgarie, histoire qu'il a entrepris d'écrire. Le statut de réfugié est beaucoup plus difficile à obtenir pour la population afghane. Ici, tu as le droit de vivre et tu as le droit de ne pas mourir. En même temps, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas d'aide sociale, pas de droit à l'éducation. En fait, tu n'as pas le droit de vivre, mais il faut bien vivre quand même. L'arrivée massive d'immigrés a totalement bousculé la société. Des violences racistes et islamophobes se sont multipliées notamment en 2013, mais beaucoup de Bulgares se sont aussi investis dans l'aide aux migrants. Le Haut Commissariat aux réfugiés a financé cette exposition en plein centre-ville de Sofia, afin de sensibiliser les habitants aux conditions de vie de ces nouveaux citoyens du pays. Sans les ONG, la Bulgarie serait dans l'impasse. Oui, situation tendue donc sur ce dossier en Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne aujourd'hui. Dans cette région, c'est finalement la Grèce qui a dû continuer à accueillir les migrants venus d'autres pays. Comment expliquer les décisions de limitation donc, prises par les autres républiques des Balkans? La route des Balkans, aujourd'hui, elle est fermée. Alors, la route des Balkans, elle est fermée, mais pas du fait des pays des Balkans. La route des Balkans est fermée sous pression européenne et en particulier sous pression à la fois autrichienne et allemande. Donc, si on prend une carte, la Hongrie a tout verrouillé. Et ensuite, les Autrichiens, qui étaient le débouché naturel de ceux qui passaient ensuite par la Croatie et la Slovénie, les Autrichiens ont dit stop également. Donc, en réalité, la Macédoine et la Serbie, on leur a demandé, c'est très gentil, mais vous les retenez. Ceux qui sont encore là, vous les retenez. Donc, il y a toujours des... alors, c'est beaucoup d'Afghans, il y a beaucoup moins de Syriens maintenant, beaucoup des Afghans et puis d'autres d'un peu partout. En Serbie, on les a vus parce qu'à l'hiver dernier, quand il faisait très froid, ils ont été évacués d'un hangar près de la gare de Belgrade. Il y en a toujours en Macédoine, il y en a évidemment
il y en a évidemment en Grèce, mais les pays des Balkans sont très démunis dans cette affaire, très démunis en matière de savoir-faire, très démunis en matière de moyens et en matière d'intégration politique, parce que les décisions se prennent au fond souvent sans eux, de ce point de vue-là. En revanche, il faut quand même souligner qu'au moment où cette route des Balkans était ouverte, la Serbie a été très correcte, la Macédoine a été relativement correcte quand on voit comment les Hongrois se sont comportés. Quand on voit comment les Polonais, ou d'autres pays de l'Union européenne se sont comportés, la Serbie a été très correcte, la Croatie a été relativement correcte aussi. Peut-être parce qu'il y a une mémoire de gens qui, eux aussi, ont été réfugiés il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, les cartes sont pas dans leurs mains. Les réfugiés sont là, c'est pas de leur fait. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais tant que les décisions ne sont pas prises de relocaliser à l'intérieur de l'Union européenne les réfugiés qui sont là, ils ne peuvent que se débrouiller avec les moyens qu'ils ont. Alors la région connaît aussi des tensions entre États, notamment la crise diplomatique récurrente entre la Macédoine et la Grèce. Ce sont des tensions qui sont toujours vives aujourd'hui ? Alors, ces derniers jours, c'est vraiment récent, la Macédoine a un nouveau gouvernement social-démocrate en coalition avec des partis albanais, et donc qui a mis un terme à 10 ans de pouvoir nationaliste et de dérive autoritaire très certaine à Skopje. Et donc les premiers gestes à la fois du côté d'Athènes et du côté de Skopje ont été très rassurants. Il y a déjà eu une première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères. Nikolai Dimitrov, qui est aujourd'hui en poste en Macédoine, est quelqu'un d'extrêmement compétent qui a été en charge dans l'équipe des négociations sur le nom de la Macédoine. La position grecque n'a pas changé, c'est-à-dire le blocage du processus d'avancer à la fois dans l'OTAN et dans l'Union européenne tant que l'affaire du nom n'est pas réglée. Là où il faudrait se diriger au fil de la négociation, c'est de débloquer ces processus d'avancée sans préjuger de la solution finale, mais qu'au moins on continue à avancer. Ça, c'est une position qui a été très ferme, qui a été tenue par Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN. Il faut reprendre le processus, il faut arrimer la Macédoine à l'OTAN, étant entendu que la propagande russe, tout ce qu'on veut. Donc c'est important de refaire partir la Macédoine de l'avant. Et donc ça, ce sera une affaire de négociation. Là, il y a une fenêtre d'ouverte pour l'Union européenne qu'il ne faut surtout pas se voir se refermer. Justement, puisqu'on parle de diplomatie, est-ce qu'on a une idée de l'approche du nouveau pouvoir français, du président Macron, du nouveau gouvernement vis-à-vis de cette région des Balkans ? Bon, alors historiquement, les Balkans ne sont pas spécialement la zone privilégiée dans laquelle la diplomatie française se développe beaucoup. La France est très active en Afrique, au Moyen-Orient, et a tendance à penser qu'au fond, les Balkans, c'est l'arrière-cour de l'Allemagne, peut-être de l'Autriche, et que la France est relativement peu active dans cette région, mais il y a des choses à faire avec un coût politique relativement faible, à supposer que ces actions s'inscrivent dans un cadre européen et s'inscrivent dans une forme de relance de l'Europe au sens d'idée d'Europe, c'est-à-dire y compris dans ce qui est réforme démocratique. Pas des choses technocratiques, mais des choses très concrètes sur l'état de droit, sur la corruption, sur le respect de la presse, sur la justice internationale, où sont les disparus, qui sont les criminels, etc., etc. Là, il y a des choses très concrètes à faire, très visibles, qui serait un message envoyé à la région de ce que, au fond, l'Europe signifie quelque chose et l'Europe est de retour politiquement. Alors, la situation de la Grèce est bien entendu au centre de l'actualité des Balkans. Très souvent, un nouveau prêt de 8,5 milliards d'euros a été validé le 15 juin, mais toujours pas d'accord sur un allègement de la dette. Illustration de la situation dans ce pays avec un reportage consacré à l'émergence de l'économie sociale et solidaire, donc en Grèce. Le reportage. Les toits de la ville d'Athènes, des paraboles, un ciel des plus gris, comme pour mieux souligner la rigueur liée à la terrible crise économique que subit la Grèce depuis maintenant 6 ans. Difficile de trouver des raisons d'espérer pour la population grecque dans ce contexte-là. Et pourtant, quelques rayons de soleil percent quelquefois dans cette grisaille, comme cette image insolite sur le toit de cet immeuble. Un potager bien entretenu et 3 mères de famille qui améliorent ainsi grandement leur quotidien.
Nous essayons de créer des activités économiques pour devenir plus autonomes. Il s'agit d'une petite économie locale, voire familiale. On agit ainsi afin que d'autres personnes puissent faire comme nous. C'est cela l'économie sociale et solidaire. Nous cultivons nos légumes, nous chauffons la maison avec un panneau solaire pour dépenser moins. Ce n'est qu'un début. Nous sommes comme ça, toute une équipe qui travaille selon les principes de la solidarité. Avec les autres. C'est le nom de cette coopérative, une épicerie qui depuis 3 ans fonctionne sur le principe de l'économie sociale et solidaire. Ce supermarché porté par ses adhérents. Pas de propriétaire, tout se décide en commun. Les produits que l'on trouve ici jouent la carte de la qualité et de la différence. Une formule gagnante. Je viens très souvent ici. Il y a de bons produits, comme ce thé qui vient de la montagne. Ces macaronis sont délicieux. Le riz aussi. Moi, je viens de très loin pour acheter ici. Je viens du quartier du Pirée, c'est vous dire. L'économie solidaire place l'individu au centre de tout projet. On ne parle pas de bénéfices ni de chiffre d'affaires, mais de solidarité. Un mode de fonctionnement qui n'existait pas en Grèce avant la crise économique. Aujourd'hui, tout cela a bien changé. Des initiatives comme cette coopérative se multiplient. La preuve que cela peut marcher. Nous sommes tous au même niveau dans cette coopérative, comme une équipe. Nous n'avons pas de patron. Personne n'est propriétaire de ce commerce. Nous avons ainsi créé des emplois. Et comme ça, nous travaillons tous sur un pied d'égalité. Toutes les décisions se prennent en commun lors de nos réunions une fois par semaine. C'est comme cela que l'on travaille. C'est notre état d'esprit. On est collectivement responsable de ce que l'on produit. Autre exemple, ce café-restaurant qui travaille selon les règles de l'économie sociale. Une initiative qui a redonné vie à ce quartier d'Athènes. Une équipe de 9 bénévoles ne ménage pas sa peine pour proposer une restauration populaire de qualité qui puisse s'adresser au plus grand nombre. À partir de là, les actions sociales les plus diverses peuvent se développer autour de ce café-restaurant. Les quelques bénéfices que l'on peut réaliser, on les transforme en actions solidaires. On ne partage rien entre nous. C'est notre règle de fonctionnement. On organise aussi des séminaires, des actions culturelles au cœur de ce quartier. Des choses qui n'existaient plus. Ici, on ne parle pas de crise économique, mais de crise humanitaire. Il faut commencer par répondre à cette crise humanitaire, avant d'envisager autre chose. En Grèce, le secteur coopératif affiche de bons résultats, à l'inverse de l'économie globale qui reste en crise. En 2012, un plan européen de développement de l'économie sociale grecque, doté de 60 millions d'euros, a été mis en place. Il s'agit de soutenir cet écosystème qui fonctionne au plus près de la population. L'État grec a d'ailleurs voté une loi de défiscalisation pour soutenir toutes ces nouvelles initiatives. Si on ne croyait pas dans cette démarche solidaire, on n'y serait jamais arrivé. Ces 5 dernières années, on a prouvé que l'économie solidaire, cela fonctionne en Grèce. D'autres expériences comme la nôtre ont aussi bien marché. De nouvelles activités sont nées de ce système économique différent. C'est une vraie réussite. Aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement. On espère occuper encore plus de place en multipliant les initiatives. Séance de cinéma dans ce café-restaurant. Tout le quartier se retrouve autour du pianiste pour une ambiance des plus chaleureuses. Au programme, Les temps modernes de Charlie Chaplin. Le clin d'œil est savoureux. Les Grecs ne sont pas des moutons. La réussite de ce café-restaurant, aussi modeste soit-elle, prouve aussi qu'il existe toujours des solutions pour faire rimer solidarité avec dignité.
Les Grecs qui subissent de plein fouet donc cette période très forte d'austérité. Quelle peut être l'issue de cette crise grecque? Le pays aura-t-il finalement les moyens de retrouver la croissance et puis de rester au sein de l'Union européenne? Je pense que rester au sein de l'Union européenne et même rester au sein de la zone euro, c'est un débat qui a eu lieu mais qui est fini désormais. Quant à voir la fin du tunnel, on en est loin parce que tout ce qu'on demande aux Grecs ne fait qu'ajouter à leur malheur au niveau des comptes publics, de l'endettement sur PIB. Ça passera en tout cas par un allègement progressif de la dette. Mais personne n'a jamais envisagé qu'un pays puisse rembourser sa dette. Pour un pays, ça n'existe pas. Il peut y avoir des pourcentages sur PIB, vous pouvez être endetté là. Mais personne ne dit qu'il faut rembourser la dette. Le FMI est revenu depuis longtemps sur ces médecines qu'on administre à la Grèce depuis des années, parce qu'eux-mêmes ont compris que ce qu'on leur demandait en termes d'austérité était contre-productif pour l'activité économique. Ce qu'on voit là sur l'économie sociale et solidaire, c'est la preuve que par le bas et par le local, on peut agir. Et c'est seulement par le bas et par le local qu'on peut agir, parce que de toute façon, par le haut et par des initiatives plus larges, tout est empêché, tout est atrophié. Donc le fait de tout couper, le fait de baisser les salaires, le fait de baisser les retraites, votre intervenant parlait de crise humanitaire. On en est là. La pauvreté augmente, la mortalité infantile augmente, l'espérance de vie baisse. Et on continue d'administrer les mêmes choses parce que, ce n'est plus un débat économique, c'est un débat politique et presque moral quelque part. Tout le monde sait que l'Allemagne pousse très fort dans ce sens-là. C'est presque un débat moral sur, les Grecs ont triché, ce que, au passage, tout le monde savait, et ils n'étaient pas les seuls. Et donc, la rationalité économique de ce qu'on leur demande n'est pas démontrée, loin de là. Mais on continue de le leur demander parce que d'abord, ce serait se renier aujourd'hui de dire stop. Et probablement qu'on continue de penser que ça va être efficace à un moment donné à long terme. Sauf qu'à long terme, ça veut dire que, comme pour le reste des Balkans, il y a des générations. Les gens qui sont nés en 2000, par exemple, les Grecs qui sont nés en 2000, ne comprennent pas pourquoi on leur afflige aujourd'hui, ils sont cette adolescents, ils vont être majeurs, ils vont faire peut-être des études où ils ne pourront pas. Ils vont partir. Les gens qui sont nés dans la décennie 90, oui, car ils il y a auront beaucoup toujours de jeunes connu ça. qui quittent le pays depuis plusieurs années. Alors les Grecs ont une histoire d'immigration, donc c'est pas nouveau, mais justement bien sûr, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Grèce, c'était des pays qui, à partir de l'intégration européenne, étaient parvenus à créer une classe moyenne et à se développer par eux-mêmes et avaient cessé d'envoyer leurs jeunes à l'étranger. Et là, les jeunes diplômés, à nouveau, s'en vont. Et ça, c'est un gros problème, évidemment, à moyen terme et à long terme. Est-ce que la situation dans les Balkans peut aider à comprendre aujourd'hui la montée des nationalismes, des partis populistes en Europe? C'est-à-dire que si on a observé avec toutes les précautions qui s'imposent, mais si on a observé la façon dont la Yougoslavie s'est effondrée, avec l'illégitimité d'un système qui ne fonctionnait plus, avec une très grave crise économique qui faisait que le système lui-même avait implosé, avec des acteurs politiques qui avaient pour ambition, pour conquérir le pouvoir et pour le conserver, de jouer sur les peurs, la haine et le nationalisme. Si on se souvient de tout ça, ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans la campagne du Brexit, ce qu'on voit aux États-Unis, ce qu'on voit dans beaucoup de partis en Europe, n'est pas quelque chose de nouveau. Alors l'histoire se répète jamais à l'identique, bien sûr. Mais en tout cas, le fait d'avoir suivi le cas yougoslave à ce moment-là, et de continuer de suivre, bien sûr, les Balkans aujourd'hui, offre des clés de lecture pour comprendre le développement des pratiques autoritaires et puis le fait que ça devienne normal. On s'habitue très vite à une normalité qui n'est pas normale. Comment est-ce que l'on peut résumer aujourd'hui, finalement, la stratégie de Bruxelles vis-à-vis des Balkans ? En Bosnie, on dit Bruxelles fait semblant de nous imposer des réformes et nous, on fait semblant de les appliquer. Il
y a une fatigue, c'est une double fatigue. Il y a une fatigue à la fois de l'élargissement du côté de Bruxelles, parce que, bon, voilà, il y a des problèmes à régler. Les situations économiques sont toujours très difficiles. Il y a des problèmes à régler, il y a le Brexit, les pays des Balkans sont, enfin, si on prend strictement les critères, sont loin d'être prêts. Enfin, quand on pense que le Monténégro est le plus prêt, alors que le Monténégro est quand même dirigé par un homme qui est là au pouvoir depuis 1989 et dont tout le monde sait comment il dirige son pays. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'avocats pour l'élargissement. Les avocats pour l'élargissement, aujourd'hui, c'est la Hongrie et la Grande-Bretagne. Donc même quand vous avez des avocats comme ça, c'est pas évident quand même. Et d'un autre côté, il y a une fatigue des peuples parce qu'on n'en voit pas le bout. Alors la Bosnie-Herzégovine est riche d'un patrimoine qui révèle des siècles d'histoire tourmentée, des places, des centres historiques, des édifices religieux et des pierres tombales. Le pays compte en effet pas moins de 7000 stetsi, datant des 14e et 15e siècles. Beaucoup sont laissés à l'abandon, d'autres ont été récemment restaurés. Le reportage de Méditerraneo. Le système D. Un peu d'herbe pour frotter la pierre et faire apparaître ses caractères cyrilliques. Il est écrit Siji, mais on n'arrive pas à lire le nom du défunt. Car ici, au milieu d'un pré, c'est bien d'une nécropole de quelques tombes qu'il s'agit. L'une des nombreuses disséminées dans la région. J'ai eu l'occasion d'acheter une parcelle de terre à des gens qui habitaient ici. C'était des Serbes orthodoxes. Et sur cette propriété, j'ai trouvé une vingtaine de stèles. Aujourd'hui, les gens appellent des quatre coins du pays. Ils décrivent des stèles qui n'avaient pas été découvertes auparavant et donc pas recensées. Dans la région de Stolac, en Herzégovine, Amer Medar, ingénieur en génie civil, est l'un des protecteurs de ces stèles du Moyen-Âge, les Stečci. Après la Deuxième Guerre mondiale, les gens faisaient des fouilles, des particuliers, je veux dire. Ils creusaient autour à la recherche, je suppose, de trésors. Un grand nombre de stèles ont été déplacées ou retournées. Quelque part, c'est un sacrilège. Et ces profanations ont conduit à des situations parfois insolites. Vous voyez, ici nous avons des stèles qui sont utilisées comme matériaux de construction. Nous en avons d'autres qui sont retournées, où on a creusé autour. Certaines sont même intégrées dans le petit muret. Amer Medar, très attaché au patrimoine local, ne comprend pas ce manque d'intérêt et de protection. Les stèles ne sont pas des propriétés privées, ce sont des monuments nationaux. Elles sont propriété de nous tous, les Bosniens et Herzégoviniens. Et vu qu'elles vont être classées par l'UNESCO, c'est un patrimoine mondial. Dans la cour du musée national de Sarajevo, fermée par manque de budget, la collection de Stečci est impressionnante. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro ont réussi à s'entendre pour présenter une demande de classement de ce patrimoine commun à l'UNESCO. Chaque pays est représenté à travers des nécropoles qu'il a choisies, tout le monde s'est mis d'accord et chacun a participé à la constitution de ce dossier pour l'UNESCO. Ici, nous avons un grand pierre tombale qui est d'une famille très fameuse en ce temps-là. Et ici, ça c'est intéressant parce que nous avons le pierre tombale avec l'inscription et avec les signes de l'épiscope de l'église locale, disons. Il a un can épiscopal et l'évangile. Ces pierres tombales datent pour les plus anciennes du XIIe siècle. Elles disparaîtront pendant l'occupation ottomane à la fin du XVe. Le mystère de leur origine n'est pas encore tout à fait éclairci. Sous les symboles, certains croient voir la trace de l'église Bogomil, une secte chrétienne de Bulgarie. Mais pour les historiens, de nombreuses stèles ont été édifiées après la disparition des Bogomil de Bosnie. Znamo da su oni bili kršćanski simbol
On sait que c'est des symboles chrétiens. Sous ces pierres, on enterrait les gens de 3 religions, des catholiques, des orthodoxes et des fidèles de la religion bosniaque de l'époque. Parmi les nécropoles restaurées, celle de Radimlija près de Stolac est l'une des plus visitées. Il y a ici 133 pierres tombales en parfait état, dont 63 portant des décorations. Ici, c'est la représentation des animaux et des personnes. Et ça, c'est une tombe familiale, ce sont les plus grosses pierres. De l'autre côté, on a ce qui ressemble à une épée plantée dans la terre, c'est la représentation des guerriers. On visite les monuments de la Bosnie-Herzégovine. C'est la première fois que l'on vient ici et l'on est fasciné par ce que l'on voit. C'est en 2002, 7 ans après la fin de la guerre de Yougoslavie, que la Commission de préservation des monuments nationaux a inscrit cette nécropole à son inventaire. Le site a été restauré et est devenu l'un des symboles de la fierté nationale. Il y a quelques années, les pierres ont été nettoyées avec la collaboration de la Commission de sauvegarde des monuments nationaux. C'est pour cela qu'elles sont aussi blanches que vous les voyez aujourd'hui. Avant, elles étaient grises et couvertes de mousse. C'est la première fois que l'on nettoyait ces stèles. Avant, personne ne le faisait. Il y avait au Moyen-Âge 150 000 stečci en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, seule la moitié est recensée. Certaines se trouvent dans des endroits insolites, comme devant l'entrée de cette chapelle au flanc d'une colline. Le classement par l'UNESCO permettrait de mettre ces trésors du passé à l'abri et peut-être de débloquer quelques fonds pour leur restauration. Oui, finalement, cette difficulté dans la gestion de ce patrimoine très riche et très important dans les pays des Balkans, cette difficulté, elle est révélatrice de la structure étatique propre de ces républiques. Oui, alors en Bosnie, le tourisme augmente, le tourisme progresse, à Sarajevo, à Mostar, mais la Bosnie est un pays merveilleux, encore faut-il le faire savoir. Aller en Croatie sur la côte, c'est naturel. Vous allez sur la côte, tous les Européens y vont, c'est facile et ça marche comme ça. Mais ça ne va pas de soi d'aller en Bosnie tout de suite. Donc pour ça, il faudrait d'abord que le secteur privé se développe, une vraie stratégie de développement du tourisme pour que ce soit un secteur économique qui fasse vivre des gens, qui soit rationalisé, qui ait des vraies choses. Et la mise en valeur du patrimoine. Là, on manque de moyens, on manque de volonté. C'est vrai qu'en Bosnie en particulier, on ne sait jamais qui doit faire quoi et qui commande parce que on est toujours perdu dans les strates politico-administratives et ça se joue toujours comme ça. Mais il n'y a pas qu'en Bosnie. En ce moment, l'UNESCO tire la sonnette d'alarme sur le lac de Ohrid, en Macédoine. Parce qu'il y a des constructions faites n'importe comment, sans respect d'aucune règle environnementale, parce que la corruption est très présente. Et c'est la même chose en Albanie, où vous aviez une côte très sauvage, protégée, etc. Et plus en plus de bétonnage avec beaucoup d'investissements étrangers, notamment russes. Oui, alors les Russes ont beaucoup investi au Monténégro, surtout, qui a joué cette carte du tourisme luxueux en privatisant des espaces qui étaient publics. Donc il y a aussi cet élément-là. Mais en tout cas, la sensibilité à la fois à la chose publique et à la stratégie de long terme de développement d'un tourisme responsable et une sensibilité à l'environnement, ça, il y a encore un gros travail à faire. C'est mieux en Croatie parce qu'ils ont beaucoup d'îles et ils savent les protéger. On revient à la situation politique du Kosovo après les récentes élections. Est-ce qu'une coalition est finalement possible ? Alors, une coalition sera possible. La question, c'est avec qui ? On a appris que dans la coalition des commandants, il y avait 3 partis des anciens de l'armée de libération du Kosovo. Il y a déjà un de ces partis qui a annoncé qu'il était prêt à faire une coalition avec d'autres membres que la coalition avec laquelle il était parti aux élections. Donc,
on ne sait pas du tout, il faudra faire les mathématiques, mais on ne sait pas du tout qui va être en mesure de rentrer dans cette coalition et de la diriger. Ce qui est clair, c'est que le parti au pouvoir, PDK, a perdu beaucoup de plumes dans cette élection, si j'ose dire, et qu'au contraire, le parti Vetvendossje, donc autodétermination, qui est à la fois sur un discours nationaliste, si on veut, et en même temps de gauche sociale. Le discours de Vetvendossje, c'est de dire, c'est à la fois de s'opposer à la corruption et aussi de s'opposer à la mainmise des internationaux sur le pays. Avec des relations avec la Serbie toujours au plus mal. Oui, pour ce qui est du Kosovo, oui, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme de jeu. Pour la Serbie, ce n'était pas un problème, par exemple, que Ramush Haradinaj devienne Premier ministre. Et si Ramush Haradinaj devient Premier ministre, ce ne sera pas un problème pour la Serbie. Et aujourd'hui, quels sont les principaux soutiens internationaux du Kosovo ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de soutien, mais ce qui est clair, c'est que les États-Unis et l'Union européenne sont des espèces de parrains du Kosovo. La Turquie aussi, à certains égards. Mais précisément, ce que Vetvendossje dit, c'est que il y en a assez que les États-Unis et l'Union européenne fassent la pluie et le beau temps dans notre pays. En 2014, c'est eux qui avaient forcé une coalition entre deux pays entre deux partis qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Voilà. Une situation très évolutive que nous suivrons bien entendu dans cette émission. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour décrypter donc ce contexte politique et économique dans les Balkans. On se retrouve le mois prochain bien entendu pour de nouveaux carnets de Méditerranéo. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.